Alors, Bismillahirrahmanirrahim, dans la continuité du cours, sur le bilan hydroélectrolytique, on a vu le métabolisme de l'eau. Maintenant, on va voir le métabolisme des sels. Voilà, donc on commence par le sodium. Sodium, et le sodium dans le sang, on appelle natrémie. La valeur de référence c'est 135-145 milli-équivalents par litre, puisque il est monovalent, ou 135-145 millimoles par litre. Donc, en général, en moyenne, la natrémie est fixée à 140 millimoles par litre, sachant que 1 millimol de sodium est lié à 7 millilitres d'eau. Donc les variations des capitales sodées entraînent des variations des liquides extracellulaires. Donc on parle ici de la natrémie dosée dans le plasma. Donc dans le plasma, c'est les fameuses milieux extracellulaires où on a le plasma plus le milieu interstitiel qui représente le milieu extracellulaire. Nous on dose dans le plasma qui représente aux environs de 7% des liquides total, en général extracellulaire et intracellulaire. Donc c'est à ce niveau qu'on va mesurer. Donc et voilà, comme j'ai dit, donc la natrémie il est fixé à 140 millimoles par litre, dont 1 millimol de sodium il est lié à 7 millilitres d'eau. Donc les variations du capital sodé entraînent des variations des liquides extracellulaires. Voilà, et on peut dire que l'organisme d'un adulte, un homme adulte, contient environ jusqu'à 4000 millimoles de sodium, dont 70% facilement échangeables. Le reste demeure complexé au niveau osseux. Donc voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des membranes sont imperméables. La plupart des membranes sont imperméables au sodium et maintiennent le gradient du sodium par l'action de la pompe qu'on va voir en parler. C'est la pompe sodium-potassium ATPase. Sodium-potassium ATPase. Alors le sodium ou la natrémie, donc c'est la quantité de sodium présente dans 1 litre de plasma, c'est 140 millimoles par litre de plasma. Donc un trouble de la natrémie reflète dans l'immense majorité un trouble d'hydratation cellulaire, ce que je viens d'expliquer, que 1 millimol de sodium est lié à 7 millilitres d'eau, et on a en milieu extracellulaire dans 1 litre on a 140 millimoles par litre. Donc le message à retenir, c'est que l'eau suit le sodium. L'eau suit le sodium, c'est le message à retenir. Voilà. Donc on rappelle le schéma de Gumbel, et que, juste pour rappeler que le sodium c'est le cation extracellulaire par excellence. D'accord, par excellence, il représente environ 140 millimoles par litre. D'accord, c'est 140 millimoles, c'est le cation le plus important. Le plus important au niveau extracellulaire, au niveau du plasma, et même au niveau interstitiel, c'est au niveau extracellulaire, c'est le cation le plus important. Le sodium est le principal cation de secteur extracellulaire, ce qu'on vient de voir. Donc la natrémie détermine l'hydratation du milieu, ce qu'on vient de voir, que l'eau suit le sodium. L'eau suit le sodium, et que 1 millimol de sodium est lié à 7 millilitres. Donc l'apport alimentaire de sodium est essentiellement sous forme de chlorure. C'est les sels, le sel qu'on mange, et puis dans les autres aliments, et de 1 à 4 grammes par jour. L'absorption digestive du sodium est très rapide et quasi complète. Voilà, c'est éviter trop de sel, ça allait faire travailler vos, comme on va le voir. Donc ici c'est comme l'eau, au niveau il y a une réabsorption au niveau des tubes. Il va filtrer à partir des glomérules. Au niveau, il y a une réabsorption qui est obligatoire, qui est importante, qui n'est pas régulée.
qui est importante, c'est au niveau du tube proximal représentant environ 65%. Et puis ici, il y a une régulation au niveau du tube distal, tube collecteur, sur ce tube distal qui est régulé et sous l'action d'une hormone qu'on va voir qui est l'aldostérone. Voilà. Voilà, il filtre librement à partir des glomérules. Donc, filtration glomérulaire elle est à 100%, avec réabsorption de 65% obligatoire ici jusqu'à 70%, et une réabsorption régulée au niveau du tube contourné distal. Voilà. Les reins ont un rôle de régulation important. Donc, dans les 180 litres d'urine primitive, on a 1,5 kg de sodium. Donc, les reins régulent la quantité de sodium excrétée en fonction de l'absorption de sodium pour avoir une concentration en sodium et un volume extracellulaire constant. Donc, les reins jouent un rôle très important. Si on voit ici au niveau du tube contourné distal, il est régulé par l'aldostérone. L'aldostérone et via cette pompe dont on a parlé, la pompe sodium-potassium ATPase, il y a une réabsorption du sodium et une excrétion de potassium. Il y a une réabsorption du sodium et une excrétion de potassium au niveau des cellules principales. Et il y a aussi une excrétion d'H+, au niveau des cellules intercalaires de type A. Voilà, donc c'est la régulation se fait par les cellules principales via une hormone qui est l'aldostérone et qui va provoquer une réabsorption de sodium et une sécrétion de potassium. Voilà, via la pompe, il a plus potassium qu'à plus ATPase. Alors, comment on peut définir l'hyponatrémie? Donc, l'hyponatrémie, sur le plan biologique, c'est un taux qui est inférieur à 135 mmol par litre. Mais, il y a en fait des grades, si on peut le dire. Il y a l'hyponatrémie faible à 135-130. Il y a l'hyponatrémie qui est intermédiaire, 130-125. Et il y a l'hyponatrémie sévère, 125, voire inférieure à 120. C'est une hyponatrémie qui est très sévère. Mais le message de la sévérité, en général, le patient, il va en général supporter l'anatrémie. L'hyponatrémie, c'est le temps de l'installation, il est long. Mais l'anatrémie, il est dangereuse, c'est l'installation, il est rapide. Donc pour l'hyponatrémie, le message, c'est la vitesse d'installation. L'hyponatrémie, elle est dangereuse quand c'est rapide. Mais quand c'est qui prend l'organisme arrive à s'adapter à l'hyponatrémie. Mais l'hyponatrémie inférieure à 120 voire 125, on la classe 125 mmol par litre, on la classe comme une hyponatrémie sévère. Très bien, donc l'hyponatrémie est vraiment est un désordre fréquent. On voit beaucoup d'hyponatrémie dans les bilans hospitaliers. Au niveau hospitalier, surtout, on voit beaucoup d'hyponatrémie. Donc, elle résulte d'une surcharge hydrique relative aux apports hypotoniques, associée à une atteinte transitoire des capacités de dilution. En général, la sécrétion d'hormones antidiurétiques, on va voir un petit peu la régulation de l'équilibre hydroélectrolytique après cette partie. Les hyponatrémies, on peut l'avoir par une déplétion en sodium, hyponatrémie hypovolémique, ou l'excès d'eau, hyponatrémie normovolémique, ou l'excès d'eau et de sodium, une hyponatrémie hypervolémique. Donc, les étiologies en général rénales, cutanées, intestinales. Donc, si c'est rénal, c'est en général la phase
diurétique de la nécrose tubulaire aiguë, la prise de diurétique, le déficit en minéralocorticoïdes, la perte sodée. Cette année, c'est en général la transpiration abondante, la fibrose kystique, les brûlures, en brûlure, ils perdent beaucoup de sodium, et les intestinales, c'est en général des diarrhées profuses, des vomissements, fistules, des occlusions intestinales sont associées à des ou à un apport insuffisant. En général, les signes cliniques, c'est en général une faiblesse, une apathie, voilà, un étourdissement lié à la posture. Alors, comment arriver à une hyponatrémie? Donc, ici, il y a, première des choses, c'est la mesure ou le calcul de l'osmolalité. Mesure ou le calcul de l'osmolalité. Alors, devant une hyponatrémie, on va mesurer l'osmolalité plasmatique. On sait maintenant comment la calculer. Alors, s'il est augmenté, c'est qu'il y a autre chose qui est hyperosmolaire associée. C'est en général une perfusion de mannitol qui est hyperosmotique, soit une hyperglycémie, donc perfusion intraveineuse hypertonique, ou un diabète non contrôlé. Donc, il faut, première des choses, chercher l'étiologie de cette hyponatrémie avec une osmolalité qui est élevée. Soit l'osmolalité est normale, et ici c'est ce qu'on appelle les fausses, je vous ai parlé, les fausses hyponatrémies. Donc c'est pour cela il faut avoir aussi, c'est quand on a une hyperlipidémie ou on a une hyperprotéinémie ou une perfusion intraveineuse de glucose isotonique. Donc dans ces cas, c'est ce qu'on appelle une fausse hyponatrémie. C'est pas une vraie hyponatrémie, c'est une fausse hyponatrémie. Dans ces deux cas, donc il y a une hyponatrémie qui est liée à une molécule osmolaire, qui est le glucose, mannitol ou autre, et à une osmolalité qui est normale. C'est une fausse hyponatrémie liée à une hyperlipidémie, hyperprotéinémie, perfusion intraveineuse de glucose isotonique. Et puis on a l'hyponatrémie à une osmolalité diminuée, qu'on appelle vraie. Ici, il faut évaluer le volume de liquide extracellulaire. S'il est diminué, c'est une déplétion sodée, rénale, gastro-intestinale ou cutanée. S'il est augmenté, c'est en général c'est l'excès d'eau et de sodium. Donc on peut l'évaluer cliniquement. On a l'hématocrite, la protéidémie. C'est un excès d'eau et de sodium, c'est en cas d'insuffisance cardiaque congestive. En cas d'insuffisance hépatique, c'est en général l'insuffisance cardiaque en présence d'une hyponatrémie vraie, ça va prolonger l'hospitalisation. Une insuffisance hépatique, un syndrome néphrotique avec les œdèmes et une perfusion intraveineuse salée et hypotonique. Alors si on a le volume de liquide extracellulaire normal, donc excès d'eau, donc prise excessive ou altération de l'excrétion par exemple en post-op chronique, altération de l'excrétion, par exemple l'antidiurèse inappropriée, donc c'est le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, voilà. C'est en général une sécrétion qui va être de l'ADH qui est inappropriée. Il est dû en général, on va voir en post-op, dans le cadre de certains cancers, certains cancers, dans le cadre de certains traitements
Voilà, où on a décrit ce SIADH qu'on appelle le syndrome de sécrétion inappropriée de l'ADH. Voilà, et l'hypernatrémie, l'hypernatrémie, c'est une augmentation du sodium supérieure à 146 millimoles. C'est en général, il est lié à une augmentation des apports, administration parentale excessive, et c'est des fois les infirmiers ils vont prélever au niveau du bras perfusé, et nous on trouve aussi des hypernatrémies. Voilà, des hématiques salées, ou une diminution de l'excrétion, diminution de la filtration glomérulaire, insuffisance rénale aiguë chronique, augmentation de la réabsorption tumulaire, surcharge primaire en minéralocorticoïdes, le syndrome de Cushing, le syndrome de Cohen, tout ça on va le voir. Les surcharges secondaires en minéralocorticoïdes, les insuffisances cardiaques congestives, le syndrome néphrotique. Donc, les signes cliniques, c'est des œdèmes périphériques, une dyspnée, une œdème pulmonaire, une hypertension. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à l'anatrémie. Ce qui est fréquent, c'est pas l'hypernatrémie, c'est l'hyponatrémie, surtout au niveau hospitalier. Le plus important, l'hyponatrémie, en général, il est défini, il est inférieur à 135 millimoles par litre. Mais attention, inférieur à 125 millimoles par litre ou carrément à 120 millimoles par litre, comme cutoff, il devient dangereuse. Le plus important dans l'hyponatrémie, c'est la vitesse d'installation. Donc, si le corps va s'adapter, c'est la vitesse d'installation de l'hyponatrémie, elle est longue, mais elle est dangereuse, c'est la vitesse d'installation, elle est rapide. C'est ce qu'il faut retenir. Et aussi, ce qu'on a dit au début, que la natrémie, il suit, ou le sodium suit, l'eau suit le sodium. Voilà. On passe maintenant au potassium. Voilà, le potassium est le principal cation intracellulaire. Donc, je vais vous montrer tout de suite le schéma de Gamble, de l'immunogramme. Donc, le potassium est le principal cation intracellulaire. La concentration du potassium plasmatique ne représente pas le reflet des réserves en potassium en raison de l'effet du potassium sur l'excitabilité membranaire. Il est très important de suivre ce paramètre. D'accord? Donc, le potassium qui est extracellulaire, il est vraiment minime, il ne reflète pas les réserves, parce qu'en général, le potassium, il est intracellulaire. Le potassium est le principal cation intracellulaire. Donc, il se trouve, c'est le cation des liquides intracellulaires où sa concentration varie en général entre 100 à 150 milli-équivalents. Donc ça, mais tu vois que la concentration en intracellulaire, elle est très importante. Si on voit en extracellulaire, et je vais vous montrer le schéma de Gamble, c'est en général en intracellulaire, on a des valeurs, en extracellulaire, pardon, on a des valeurs entre 3,5 et 5 millimoles. Et vraiment, cette concentration, il est finement régulée. Voilà, et cette régulation, il passe par l'activité de la pompe, Na plus K plus AT passe, et la régulation externe, au niveau intracellulaire, la régulation passe par la pompe, Na plus K plus AT passe, et au niveau extracellulaire, la régulation se fait principalement par les reins, puis les surrénales, puis le foie et le tube digestif principalement. Alors on voit ce fameux schéma de Gamble où on va voir le potassium. Voilà. Prendre le pointeur. Vous voyez, le potassium, il est là.
et c'est le cation intracellulaire le plus important. Voilà, c'est le cation le plus important des liquides intracellulaires. Vous voyez, vraiment, c'est entre ici 20 et 180, c'est entre presque 140, hein, presque 140, 150 millimoles par litre. Voilà, c'est le cation le plus important au niveau extracellulaire. C'est le sodium et le cation le plus important au niveau extracellulaire. Le potassium est le cation le plus important au niveau intracellulaire. Mais au niveau extracellulaire et au niveau du plasma, sa concentration elle est vraiment faible, 3,5 et 5 millimoles par litre. Et on a dit que cette régulation elle est vraiment finement régulée. Et on a dit que le potassium il est dangereux et à surveiller. On va étudier le sodium parce qu'il y a la fréquence de l'hyponatrémie et on va étudier le potassium pour la dangerosité de ce paramètre qui est finement régulé. Donc voilà, c'est le cation le plus important au niveau. Donc cation essentiellement intracellulaire, voilà, 98% au niveau du muscle, strié, zymatie, en extracellulaire c'est que 2%. Alors l'apport et absorption, donc une alimentation normale, il apporte entre 2 à 4 grammes de potassium, et l'absorption digestive s'effectue au niveau de l'intestin, il est rapide et quasi complète. Il est assuré par un transport actif. Il y a les éléments qui sont très riches en potassium, qui sont les laitages, les végétaux, les fruits, surtout les bananes et les viandes. Et puis l'élimination, c'est en général les 700 millimoles par jour sont filtrés par les glomérules et 70% sont réabsorbés, voilà, entre 65 et 70% sont réabsorbés d'une manière active au niveau de le tube contourné proximal, comme on l'a vu, et puis 10 à 15% dans la partie ascendante de l'anse et 10% dans le tube contourné distal, 10% seulement apparaît au niveau du tube contourné distal, et c'est au niveau de cette partie qu'il y a la régulation. Donc la sécrétion du potassium est sous l'influence de l'aldostérone. Donc voilà comment on va le revoir dans le schéma, surtout au niveau des cellules principales, contre un ion sodium. Voilà, avec la réabsorption. Il y a une réabsorption sodium, une élimination de potassium au niveau des cellules principales. Voilà, pardon. Donc, on va commencer par l'interprétation biologique, l'hypocalémie. L'hypocalémie, en général, c'est on peut le dire, c'est l'anomalie hydroélectrolytique la plus fréquemment rencontrée chez les sujets hospitalisés. Voilà, devant une hypocalémie, voilà, il faut demander une calurèse, ça veut dire le taux de potassium dans les urines. Donc s'il y a la calurèse il est inférieur à 15 millimoles par litre, c'est en général, c'est ce qu'on voit en général dans ce schéma. Je m'excuse, il n'est pas bien clair, je peux vous l'envoyer sous forme d'image, je vais l'ajouter au cours. En général, si la calurèse il est inférieur à 15 millimoles par litre, il y a des pertes rénales initiales, des diurétiques ou des vomissements. Diurétiques, ce sont des médicaments en général utilisés contre l'hypertension artérielle, soit des pertes extrarénales, des diarrhées, des laxatifs, utilisation des médicaments qui provoquent des diarrhées, une hypersudation. Voilà, soit il y en a une hypocalémie avec une calurèse qui est supérieure à 15 millimoles par heure, 15 millimoles par litre, pardon.
en présence d'une HTA, c'est l'hyperaldostéronisme primaire, donc au secondaire. S'il n'y a pas d'HTA, peut-être qu'il faut rechercher des diurétiques, vomissements, des acidoses tubulaires. Alors, les causes d'hypocalémie, c'est en général une diminution des apports, des mouvements transcellulaires en cas d'alcalose, en cas d'administration d'insuline. En général, l'insuline va faire entrer le potassium à l'intérieur des cellules, comme les agonistes bêta-adrénergiques, comme le salbutamol. C'est des médicaments qui vont faire rentrer le potassium à l'intérieur de la cellule. La prolifération cellulaire rapide et une augmentation de l'excrétion de potassium rénal sur l'action de diurétique. Je peux vous donner une liste de médicaments qui provoquent, juste à titre indicatif, qui peuvent provoquer des hypocalémies. Alors voilà, soit des excès de minéralocorticoïdes, hyperaldostéronisme primaire, un syndrome de Cushing, voilà, extra-rénal, soit diarrhée, des laxatifs, des adénovirus du rectum, des vomissements, voilà. C'est les étiologies ou les causes d'hypocalémie. Voilà, juste à titre indicatif, je vous donne une liste de médicaments qui peuvent provoquer une hypocalémie. Voilà, il est publié par le New England Medical Journal en 1998. Vous voyez que la liste, il est longue. La liste, il est longue. Alors, pour l'interprétation de l'hypocalémie, on a dit que pour la latrimie, il faut s'alerter sur la vitesse d'installation, mais aussi à partir de 125 mmol par litre, il faut s'alerter. Pour la calémie, c'est en général une calémie asymptomatique, c'est entre 3 et 3,5. Vous voyez que ici les marges sont vraiment des marges étroites. Une hypocalémie modérée, c'est vraiment entre 2,5 et 3. Et une hypocalémie sévère, c'est une calémie qui est inférieure à 2,5. Ici, c'est une calémie entre 2,5 et 3. Ici, c'est inférieur à 3. En 3 et 2,5, c'est une hypocalémie modérée. Et là, il faut s'alerter. Il faut s'alerter surtout. Mais en général, entre 3 et 3,5, si on peut le dire, le 14 c'est 3. Le point là où il faut s'alarmer, c'est 3. D'accord? Voilà, il faut supplémenter votre patient en potassium. Bon, il y en a des médicaments comme le Bufica. Donc voilà, donc l'hypocalémie sévère, elle est inférieure à 2,5. Donc cette hypocalémie, en général, est parlante sur le plan clinique. Et en général, le malade, cliniquement, il a une sensation de faiblesse musculaire, crampes, malaise, voire perte de connaissance et constipation. Puis il y a des perturbations de l'ECG avec un aplatissement de l'onté, une apparition de l'endolie en pratique, donnant un allongement de l'espace cuté. Voilà, donc vous voyez que l'hypocalémie, elle est dangereuse aussi, mais elle est aussi fréquente. Donc il faut, en milieu hospitalier, vous avez vu que le nombre de médicaments qui peuvent donner cette hypocalémie. On passe maintenant à l'hypercalémie. L'hypercalémie, c'est une calémie qui est en général supérieure à 4,5 mmol par litre. Donc à partir de 5 mmol par litre, il faut s'alerter. Le cutoff pour l'hypercalémie. Donc on a dit que pour l'hypocalémie, le cutoff il est de 3 mmol par litre.
Ici, pour l'hypercalémie, le cutoff il est de 5 millimoles par litre. Le pronostic vital est mis en jeu à partir de 7 millimoles par litre. Donc, c'est vraiment, la calémie, c'est quelque chose qui est régulé, très bien régulé, mais il faut suivre le patient. C'est pour cela que j'ai dit que l'ionogramme, c'est un bilan qui est très demandé, voilà, au niveau de notre pratique hospitalière. Donc, la gravité de l'hypercalémie liée à sa toxicité myocardique avec un risque d'arrêt cardiaque. Une hypercalémie, c'est une urgence thérapeutique. Son pronostic cardiaque peut mener à un arrêt cardiaque irréversible. Pour cela, donc, il faut s'alerter devant 5 millimoles par litre. Il faut s'alerter. D'accord? Moi, je ne dis pas les valeurs de 6 et 7, c'est autre chose. Mais en tant que biologiste, première des choses, c'est penser à éviter les fausses hypercalémies. Les fausses hypercalémies sont dues à la libération du potassium des compartiments intracellulaires vers le compartiment extracellulaire. C'est-à-dire quoi? C'est en général l'hémolyse lors d'un prélèvement laborieux avec garrot. On a dit que pour une calémie, c'est toujours un prélèvement sans garrot. Si vous avez une calémie qui est élevée, l'ordre de 6 ou 5,5, moi je vous dis tout de suite, c'est le garrot. Le garrot, éviter le garrot, prélever sans garrot. Deuxième des choses, c'est les tubes secs. En général, un ionogramme, c'est un tube vert. C'est la coagulation, il va relarguer. Alors, le phénomène de la coagulation, il implique des plaquettes, il va relarguer du potassium. Donc, toujours, si vous avez un tube sec, c'est toujours la valeur de la calémie est un petit peu élevée. D'accord? Avec à peu près 0,3, 0,4. Donc, c'est pour cela, il faut, s'il est la calémie sur un tube sec, la calémie devient normale, c'est pas 3,5, 4,5, mais 3,55. Pour moi, si c'est un prélèvement sur un tube sec. Si c'est un prélèvement sur un tube épariné, c'est-à-dire sur du plasma, c'est 3,5, 4,5. C'est un prélèvement sur un tube sec, ça fait rouge. Il y a le phénomène de la coagulation qui va relarguer du potassium. Deuxième chose, c'est une centrifugation tardive du tube. C'est en général des prélèvements qui se font au niveau par l'équipe de garde le matin et le prélèvement va traîner, il va être traité au niveau qu'à midi. Moi, je dis que là aussi, vous allez trouver une hypercalémie. Une chose qui est très importante, c'est surtout en cas de leucémie et autres, thrombocytose, thrombocytémie essentielle, c'est vous allez voir qu'il y a des hyperleucocytoses majeures ou en cas de thrombocytose, et surtout si vous avez un tube sec, vous avez une calémie qui est élevée. D'accord? Et donc il faut savoir interpréter la calémie en fonction des conditions. Les étiologies, en général, l'apport, potassium, plus diurétique épargneur, ce sont en général les traitements. Les diurétiques, surtout les diurétiques épargneurs de potassium. Et puis une autre chose, c'est la lyse cellulaire entraînant un passage massif de potassium sur en général les brûlures, les rhabdomyolyses. Et puis l'insuffisance rénale chronique et l'insuffisance rénale aiguë. Donc rappelez-vous, en cas d'insuffisance rénale, toujours la calémie, faites attention, c'est une urgence thérapeutique et c'est pour cela qu'on dit toujours il faut ajouter l'urée pour l'aigu et la créatinine et l'urée, les deux, pour la créatinine et l'urée dans l'ionogramme complet. Donc quand vous demandez l'ionogramme complet, donc vous voyez que c'est très important d'avoir la glycémie, c'est très important d'avoir l'urée, c'est très important d'avoir la créatinine, c'est présent. Vous voyez pourquoi maintenant. Alors, qui sont les causes? Les fausses hypercalémies, on vient de parler, l'hémolyse, séparation des ferrets, si vous laissez votre tube traîner, et puis il y a un problème, oui, les contaminations. En général, quand on a un tube dans les appareils qui est hypercalémique et le tube qui suit qui est normal, il y a une contamination des fois des aiguilles.
L'apport excessif de potassium par voie orale et les traitements, les diurétiques par ailleurs, les perfusions, la transfusion, voilà, les, les acidoses, le manque d'insuline, l'expression diminuée de potassium, insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale chronique tardivement après, les diurétiques épargnant le potassium et les déficits en minéral corticoïdes, maladie d'Addison et surrénal lecteur. Donc comme on a dit, les hypercalémies vont donner des manifestations cardiaques. Pronostic vital est mis en jeu des 6,5 mmol par litre. Voilà, 6,5 mmol par litre. Donc, bon, on présente des hypocalcémies, il va abaisser ce seuil. Il y a des arythmies, il y a en général des atteintes cardiaques, avec des diarrhées, avec douleurs abdominales, et des crampes musculaires et curieux. Et surtout, c'est des signes électriques graves. Voilà, des antépointus, des paralysies sinusales, des blocs atrioventriculaires. Voilà. La calcémie, il est régulé, il est finement régulé. Voilà. Et, l'équilibre acido-basique, donc l'alcalose, il va favoriser la pénétration du potassium dans les cellules, il baisse la calémie. On va expliquer après. Donc l'insuline, il fait entrer le potassium dans les cellules. Le catabolisme protidique, il va libérer du potassium. L'aldostérone, c'est l'hormone qui va faire baisser le potassium intracellulaire par une augmentation de la kaliurie. Et il va sécréter le potassium et réabsorber le sodium. Donc l'état métabolique de la cellule lors de la souffrance cellulaire libère du potassium intracellulaire dans le secteur extracellulaire. C'est pour ça que je parlais de la rhabdomyolyse en général dans les brûlures. En général, en physiologie, c'est l'insuline et les catécholamines sont les deux principales hormones régulant la balance interne en potassium. Donc c'est l'insuline et les catécholamines sont les deux principales hormones régulant la balance interne en potassium. Une image mieux que mes mots. Je vais toujours utiliser le New England Medical Journal. Si on a la concentration du sodium qui est élevée dans les liquides extracellulaires, il y a une stimulation de l'insuline. Donc l'insuline va stimuler la pompe et la plus ça dépasse, il va faire rentrer, là c'est les cellules musculaires, va faire rentrer le potassium. Et en cas de diminution, c'est le cas contraire, il y a une inhibition. C'est en général, on l'utilise dans les traitements, on va pour baisser la calémie en général, dans l'insuline et l'insuline plus du glucose, bien sûr, pour éviter l'hypoglycémie. Et puis les catécholamines bêta-adrénergiques, voilà, surtout le salbutamol. Et puis on a l'aldostérone qui va agir au niveau des cellules des tubes collecteurs au niveau cortical et qui vont faire rentrer, éliminer, hein, il y a une sécrétion de potassium et une réabsorption de sodium via la pompe NA+, K+ ATPase via l'action de l'aldostérone. Voilà. Et voilà, on s'arrête là, on va continuer avec le chlore après.